Parfait, merci beaucoup. Donc je remercie AFP RIC pour son invitation. Donc moi je suis chef de service de rhumatologie à l'hôpital Cochin et on a un investissement ancien dans la prise en charge des rhumatismes inflammatoires, que ce soit pour les soins, dans le service, avec aussi un réseau ville-hôpital qui est très dynamique avec des collaborations avec des rhumatologues libéraux, des rhumatologues attachés dans le service. Et puis on a beaucoup d'activités de recherche clinique, de recherche thérapeutique et de recherche plus fondamentale dans les rhumatismes inflammatoires au sens large. Et donc c'est avec plaisir que je viens participer au salon et je remercie l'association avec laquelle on a de nombreuses collaborations. Vous avez entendu Sophie Equet hier sur l'éducation thérapeutique. Tout à fait, sur l'éducation thérapeutique. Voilà. Et puis oui. Jérôme viendra tout à l'heure sur la santé mentale et puis cet après-midi sur les pathologies osseuses, qui est une autre composante des maladies de l'appareil locomoteur et qui a des implications importantes dans les rhumatismes inflammatoires. C'est nous qui vous remercions tous de nous consacrer de votre temps précieux. Alors vous m'avez posé une question assez vaste que j'ai souhaité resserrer un petit peu pour me concentrer sur la polyarthrite rhumatoïde, mais vous verrez que pas mal des thèmes et des sujets que je vais aborder ont en fait des conséquences également sur les autres rhumatismes inflammatoires. Et puis mon exposé sur les slides ne sera pas très long et donc on aura un temps de questions-réponses relativement long à la fin. Et si vous avez des questions au-delà de la polyarthrite rhumatoïde, je serai ravi d'essayer d'y répondre. Mais donc sur mon exposé, je vais un petit peu plus me concentrer sur la polyarthrite rhumatoïde pour différentes raisons. La première, c'est probablement la maladie pour laquelle nous avons le plus de traitements. Et quand on se pose la question quel médicament pour quel profil de patient, c'est probablement dans cette pathologie qu'on commence à avoir des débuts de réponse, même si vous allez le voir, c'est loin d'être suffisant et satisfaisant aujourd'hui. Alors, dans la polyarthrite rhumatoïde, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais c'est pour resituer le contexte. L'enjeu, c'est les destructions ostéocartilagineuses. Pourquoi ? Parce que donc, cette forme particulière d'arthrite, qui va être une arthrite chronique, donc qui va durer dans le temps, elle a la spécificité de pouvoir grignoter le tissu osseux, le cartilage, ce qui va conduire à de possibles déformations articulaires et un handicap. Et évidemment, notre objectif thérapeutique, ce sera de réduire, limiter, voire prévenir ces destructions ostéocartilagineuses, parce qu'une fois qu'elles sont là, qu'elles sont avancées, à part un traitement chirurgical, aujourd'hui nous n'avons pas de médicaments ni d'autres thérapies pour essayer de reconstruire le cartilage ou l'os qui ont été abîmés. Donc c'est un élément très important à prendre en charge dans le raisonnement du traitement au long cours de la polyarthrite rhumatoïde. Donc vous voyez ici, cet os est grignoté, on ne pourra pas refabriquer de l'os. Donc notre stratégie, c'est d'identifier le plus tôt possible les malades qui pourraient développer ces érosions, ces destructions. Cette maladie est très hétérogène, tout le monde ne va pas développer des érosions, des destructions sévères, mais notre prise en charge doit se focaliser sur les facteurs qui sont le plus prédictifs de ces destructions pour traiter si possible avant, efficacement, pour limiter ce qu'on appelle le handicap irréversible ou définitif. Alors je vous le disais, dans la polyarthrite, pourquoi il y a un challenge particulier sur le choix des médicaments ? Mais c'est que nous avons beaucoup de médicaments. Ici, vous avez toute la liste des médicaments depuis l'initiation des selles d'or, qui ont été initiés par des médecins français, vous le savez probablement. C'est par analogie avec ce qui avait été fait dans d'autres maladies, on s'est rendu compte que ces médicaments pouvaient avoir peut-être un bénéfice immunologique, réduire le recrutement de cellules inflammatoires et l'inflammation dans les articulations et apporter un bénéfice. Et donc ça a été le début de l'histoire du développement des traitements, on va dire, immunomodulateurs pour réduire une réponse inflammatoire inadaptée, trop importante, qui a finalement des effets délétères, alors qu'au départ, la réponse inflammatoire, elle est là pour essayer d'éliminer les éléments étrangers, les éléments qui perturbent le fonctionnement normal de nos tissus. Donc vous voyez les différents médicaments, des traitements immunomodulateurs, la cortisone, qui est une étape importante dans la prise en charge de cette maladie. La cortisone, vous le savez, elle a deux visages. C'est un traitement qui est remarquable. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'articles sur la fatigue dans la polyarthrite.
je suis sûr que lorsque vous avez une poussée, le médicament qui peut-être est le plus efficace contre la fatigue, c'est probablement la cortisone. Mais son autre visage, c'est que si elle est utilisée de façon plus forte, trop prolongée, à trop forte dose, eh bien on bascule plutôt dans les effets indésirables. Et c'est cet équilibre qu'il faut arriver à trouver avec une utilisation ponctuelle, limitée, à dose adaptée, pour en avoir les avantages, mais pas les inconvénients. L'autre étape importante, et là encore, j'ai vu que dans votre brochure, vous aviez de façon tout à fait logique un article spécifique sur le méthotrexate. Ça a été quand même un médicament clé. Vous voyez, à peu près dans les années 90, la mise à disposition de ce médicament, donc on va en reparler un petit peu après, mais c'est une autre étape fondamentale de cette maladie. Ensuite, d'autres immunomodulateurs, les flunomides, et puis il y a l'étape clé des anti-TNF, une dizaine d'années après, environ les années 2000, donc avec initialement l'étanercept, l'infliximab, des pénuries, des hésitations, des évaluations, avec une crainte au début de ces médicaments. Et puis, l'expérience aidant, on s'est rendu compte que de ne bloquer non plus seulement différentes cellules inflammatoires, mais d'aller bloquer une protéine de l'inflammation, finalement, ça faisait du sens. Et on comprend un petit peu mieux ce que l'on fait à ce moment-là, puisqu'on a une action ciblée. Donc peut-être qu'on peut mieux choisir les patients qui pourraient avoir cette intervention thérapeutique et construire des profils patients et ne pas avoir des actions trop larges avec un risque de trop d'effets indésirables. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'effets indésirables, mais peut-être qu'on peut mieux les contrôler, mieux les comprendre, puisqu'on a une intervention ciblée sur une protéine spécifique de l'inflammation. Et donc ça a été le début de plein de médicaments ciblés, donc d'autres anti-TNF, des anti-interleukine 1, sur la communication entre les cellules inflammatoires, puis le rituximab dont je reparlais un petit peu, le tocilizumab, donc d'autres cibles de l'inflammation, peut-être pour d'autres profils patients, et puis plus récemment, des actions plus ciblées, cette fois directement sur les cellules et plus simplement sur les protéines, ou en tous les cas le fonctionnement des cellules, donc en tous les cas une palette très large aujourd'hui qui nous oblige à nous poser cette question. Finalement, quel médicament je vais donner à quel moment pour quel profil patient ? Alors, la première façon de répondre à ça, c'est déjà de trouver le bon moment d'intervention. Parce que, je vous l'ai dit, l'enjeu, si on se concentre sur la polyarthrite rhumatoïde, c'est d'essayer d'éviter qu'on ait une inflammation suffisamment sévère et chronique pour que ça abîme l'articulation. Donc pour ça, il faut identifier les malades précocement. Il ne faut pas attendre qu'il y ait plusieurs mois ou plusieurs années d'évolution, sinon la maladie s'est installée, elle va être plus dure à traiter, et puis peut-être qu'on va débuter un traitement alors que les dommages seront déjà là. Alors, on fonctionne dans ces maladies complexes, vous savez, par des critères de classification. C'est important pour nous parce que ça veut dire que quand on va développer un projet de recherche, on va parler de la même situation clinique. Qu'on s'intéresse aux mécanismes, aux pronostics, aux médicaments, si on applique nos critères de classification, on va parler du même groupe de patients. Alors parfois, il y a des patients qui rentrent dans ce cadre-là, mais qui sont un petit peu différents. Et donc, on s'interroge pour savoir si on peut extrapoler pour cela nos conclusions. Mais néanmoins, pour faire une recherche précise et rigoureuse, il faut bien qu'on s'adresse au même profil de patients. Et vous voyez, donc on a des critères, les critères de la Société européenne de rhumatologie, qui partent pour la polyarthrite rhumatoïde de la problématique d'une articulation gonflée. C'est quand même aujourd'hui le mode d'entrée essentiel de cette maladie. Est-ce qu'on a une articulation gonflée ? Quelle articulation ? Quelle durée ? Et vous voyez que nos critères de classification, ils s'intéressent à la distribution des articulations gonflées. À la distribution des articulations gonflées. Est-ce que c'est une grosse articulation ? Ça sera assez peu évocateur de polyarthrite rhumatoïde. Ou est-ce qu'on a de nombreuses et notamment de petites articulations ? Là, ça donne des critères plus forts. Bien entendu, la polyarthrite, c'est surtout les articulations des mains et des pieds qui sont touchées. Les autres critères, l'immunologie a beaucoup progressé. Vous savez qu'on identifie des auto-anticorps dans la polyarthrite rhumatoïde. On en a plusieurs. Ils n'ont pas exactement la même signification, mais ils sont fortement associés à cette maladie. La durée, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie chronique. Donc, on va évidemment attendre la confirmation de la durée d'une
d'une articulation gonflée avant de tirer des conclusions. Et dernier élément, c'est bien sûr une maladie inflammatoire. Et là aussi, on a d'importants marqueurs dans la prise de sang. L'inflammation est importante. Donc si on met tout ça ensemble, petite articulation gonflée, des auto-anticorps, une durée dans le temps qui se poursuit, donc ça ne s'éteint pas tout de suite comme ça peut être le cas dans une infection, et de l'inflammation. Et vous voyez que dans les critères de classification, il n'y a pas le fait qu'il y ait des destructions et des érosions articulaires. Pourquoi ça ne fait pas partie de l'identification des patients? C'est parce qu'on veut les identifier avant qu'il y ait ces destructions et ces érosions. Notre objectif, ce serait d'être suffisamment efficace et organisé pour identifier les malades avant qu'il y ait ces problèmes-là, pour les prévenir. Donc, il y a différentes stratégies. Ça a été revu récemment par la Société française de rhumatologie qui a émis des recommandations. Vous voyez, la suspicion d'une polyarthrite rhumatoïde, c'est des arthralgies d'horaires inflammatoires, donc le matin au réveil, la nuit. C'est des gonflements, une atteinte plutôt bilatérale et symétrique, les mains et les pieds. C'est dans ce contexte-là qu'on va suspecter et c'est là qu'il faut réagir, c'est là qu'il faut consulter, c'est là qu'il faut déclencher une évaluation. Est-ce qu'on va confirmer un potentiel rhumatisme chronique inflammatoire ou est-ce que c'est un épiphénomène, un problème infectieux ou autre? Et donc, ce qui est très important, et je pense que votre réflexion concernant l'accès des soins est fondamentale, c'est à ce moment-là qu'on pourra être le plus efficace pour la prise en charge. Et donc, il faut que nous, on s'organise pour pouvoir répondre à ces demandes-là. Donc, à Cochin, on a organisé des consultations d'urgence en fonction d'un certain nombre de critères. Si jamais on a des malades qui nous contactent avec ce profil-là tout à fait débutant, eh bien, on va donner priorité à ces patients parce qu'on sait que c'est à ce moment-là qu'on pourra apporter les meilleurs soins et prévenir la maladie. Et les autres critères, donc je vous en ai déjà parlé, une fois qu'on a confirmé ces critères de classification. Donc la première étape, c'est réagir tôt et identifier les malades qui vont nécessiter cette prise en charge. Ensuite, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Donc si on schématise la prise en charge de cette maladie chronique, eh bien c'est immédiatement mettre en place une stratégie de prise en charge pour induire une rémission. On veut contrôler durablement ces gonflements articulaires. Si on veut encore une fois prévenir les destructions, il faut qu'on fasse dégonfler les articulations de façon durable et qu'on s'assure par un suivi régulier que ça se maintienne dans le temps. Donc c'est ce qui va nous permettre d'empêcher les destructions articulaires et c'est ce qui va nous permettre de prévenir le handicap irréversible. Une fois que les articulations sont trop abîmées, je l'évoquais tout à l'heure, on ne pourra pas revenir en arrière. Et puis, là où ça devient un petit peu plus complexe et peut-être plus subtil, c'est qu'on a réidentifié ces dernières années, à l'aide de différentes approches ou de différentes questions qui ont été posées, c'est que la polyarthrite, bien sûr, il y a un enjeu sur les articulations, mais le fait d'avoir cette inflammation qui circule dans tout le corps, ça peut provoquer des problèmes en dehors des articulations, sur les vaisseaux, sur le poumon, sur d'autres atteintes. Et donc, notre prise en charge, elle doit intégrer cela. Et c'est là où on rentre dans une médecine qu'on va appeler plus personnalisée. Parce que on ne va pas traiter de la même façon un malade qui aura une problématique uniquement de gonflement articulaire, d'un malade qui aura un problème de gonflement articulaire dans un contexte de diabète, dans un contexte d'autres complications pulmonaires ou de conséquences de la maladie. Mais ça fait partie évidemment de la prise en charge globale, puisque on doit améliorer et essayer de limiter les conséquences générales de la polyarthrite. Donc on va en reparler un tout petit peu plus loin. Alors, si on rentre plus spécifiquement dans le traitement, j'ai essayé de synthétiser des diapositives qui sont souvent un petit peu complexes dans nos recommandations parce que, je vous l'ai dit, la réflexion est complexe puisque pour s'adresser à un patient individuel, il faut prendre en compte plein de choses. Néanmoins, si on essaye de résumer cela, une fois qu'on a la conviction qu'un patient présente bien un profil qui ressemble à une polyarthrite rhumatoïde, il n'y a aucune hésitation. Le traitement de première ligne, c'est le méthotrexate. Donc là encore, vous avez des documents dans les brochures qui l'expliquent. Aujourd'hui, l'expérience, les essais cliniques, les observations larges de patients nous disent que la première étape de prise en charge de la maladie, c'est pour la majorité des patients le méthotrexate. Dans de rares cas, si jamais on a des contre-indications spécifiques, ça peut être 2 autres médicaments qui sont un peu cousins, décidément.
deux autres médicaments un peu cousins qui s'appellent les flunomides ou la sulfasalazine, qui sont deux médicaments qui ont des propriétés assez proches, mais qui sont probablement un petit peu moins bien tolérés et moins établis. Donc, si la question que vous vous posez, c'est quel est le traitement de première ligne, dans 90% des cas, c'est le méthotrexate. Souvent, au début, on va associer, et là, il y a un rôle clé des corticoïdes, parce que au début, l'inflammation est présente. Le méthotrexate va nécessiter 6-8 semaines avant d'être efficace. Et donc, on ne veut pas laisser une inflammation déjà présente dès le départ. Donc, on va y associer un médicament d'action rapide, la cortisone, qui va faire dégonfler. Et on espère que le méthotrexate va prendre le relais et qu'ensuite, on pourra diminuer, voire parfois arrêter la corticothérapie. Et puis, l'autre étape qui a été très importante dans la recherche clinique ces dernières années, c'est surtout des critères de suivi extrêmement précis. Je suis sûr que vous avez déjà eu des exposés sur la rémission. Donc, notre objectif aujourd'hui, avec tous les médicaments que vous avez vus, c'est qu'on puisse mettre la polyarthrite et son inflammation en rémission. Pour s'assurer de ça, il faut des réévaluations régulières. Au moins tous les 3 mois, parfois peut-être un petit peu plus. Mais maintenant, on a un objectif thérapeutique qui est précis, c'est d'obtenir une rémission, une disparition des gonflements des articulations. Et donc, si on l'obtient avec cette stratégie-là, on va maintenir ce traitement-là pendant un certain nombre d'années. Alors, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut par la suite alléger le traitement ? Il est parfois possible, après un certain nombre d'années, de diminuer la dose de corticoïdes, voire de l'arrêter. Souvent, l'expérience nous dit qu'on ne pourra pas arrêter le méthotrexate et qu'il devra être maintenu pendant de nombreuses années. Peut-être parfois on pourra en baisser la dose, mais c'est une maladie chronique et on a tous en tête des patients pour lesquels, pour une autre raison, on a dû arrêter le méthotrexate pour la chirurgie ou une complication, et on a eu la mauvaise surprise de voir que, alors que le contrôle était parfait depuis des années, on voit une réapparition de la maladie, et donc c'est bien que c'est grâce à ce traitement qu'on obtient une rémission. Alors, la première ligne, elle est relativement simple et relativement facile. Elle va nous permettre presque dans les 2/3 des cas d'avoir une rémission prolongée. Donc, statistiquement, si on prend les observatoires, presque dans les 2/3 des cas, méthotrexate, cortisone, ça nous permet d'avoir un bon contrôle. Mais évidemment, l'étape suivante, elle a aussi une importance majeure, c'est que si l'objectif n'est pas atteint après plusieurs mois, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va raisonner ? Comment on va appliquer la suite des événements ? Alors, on va réfléchir en fonction de plusieurs critères. La première, c'est on va essayer d'estimer un petit peu mieux, décidément, on va essayer d'estimer un petit peu mieux le profil du patient. J'ai mis en avant 3 critères qui sont ceux qui sont mis en avant dans les recommandations. C'est est-ce que donc on a des facteurs de mauvais pronostic ? Ça veut dire est-ce qu'on a déjà des petites lésions sur les radios qui sont présentes ? Est-ce qu'on a des taux importants d'auto-anticorps qui signent vraiment une maladie très différenciée ? Ou est-ce qu'on a déjà tâtonné avec plusieurs traitements, ce qui veut dire qu'on a eu du mal à contrôler la situation ? Donc si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de mauvais facteurs pronostiques, on va peut-être jouer sur des combinaisons de ces médicaments de première ligne, puisque finalement on n'est pas dans une situation qui nous échappe complètement, il n'y a pas de mauvais pronostics, on va peut-être en associer 2 ou faire une rotation entre eux. Si par contre on est dans une situation où on a des facteurs de mauvais pronostics, c'est là que s'ouvre le chapitre des traitements ciblés et des biothérapies. Et donc, on en a aujourd'hui de nombreuses. Je vous ai cité les anti-TNF, les anti-IL-6, le rituximab, l'abatacept, qui ont tous des médicaments qui ont des modes d'action relativement différents et qui ont tous démontré que, après l'échec du méthotrexate, ils permettaient de récupérer une efficacité dans une large majorité de patients. Et puis, il y a une autre classe qui s'appelle les traitements ciblés, qui sont les anti-JAK. Donc, vous voyez, on a au moins 5 grandes familles de médicaments, et à l'intérieur de chacune de ces familles, on a des produits qui ont chacun leur spécificité, leur mode d'administration, leur rythme d'administration, leurs propres effets indésirables et leur propre suivi. Donc, c'est ce qu'il va falloir décider. Et ensuite, surtout,
réévaluer ce traitement. On fait un premier changement, même question, 3 à 6 mois plus tard, est-ce qu'on a une rémission, pas une rémission, et quelle adaptation on peut faire. Alors, quelle est la réalité dans la polyarthrite rhumatoïde ? J'étais intéressé par ce travail qui s'est intéressé à une grande base de données nationale qui a permis de mesurer la prévalence de la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, par l'analyse de l'ensemble des bases de données des systèmes de santé, il a été confirmé que c'est presque 0,5% de la population générale qui souffre de polyarthrite rhumatoïde selon la déclaration à la sécurité sociale. Et les traitements, vous voyez on est un peu surpris, à peu près un malade sur 2 a un traitement de fond, donc ça veut dire qu'il y en a 1 sur 2 qui n'en a pas. Et les biothérapies, donc la frange la plus sévère, la plus avancée, c'est à peu près 20% des patients. Encore une fois, selon ces bases de données qui parfois ont peut-être certaines limites dans la déclaration, le suivi ou l'enrichissement. Mais c'est quand même une information. On voit bien que peut-être que tout le monde ne reçoit pas un traitement alors qu'il devrait en recevoir. Et deuxièmement, la frange, on va dire, la plus sévère, la plus complexe, c'est à peu près 20% des patients. Autre question que je voulais voir, c'est, je vous ai dit qu'il était important de débuter très tôt un traitement de fond. Est-ce qu'on a des données récentes pour nous dire que c'est faisable ou pas faisable ? Alors là, je n'ai pas trouvé de données françaises, mais vous savez, les registres scandinaves, Norvège, Finlande, Danemark, sont souvent extrêmement bien faits et nous donnent des informations très précises. Ici, c'était le temps avant l'instauration d'un traitement de fond. Et vous voyez que dans cette organisation-là, si on s'intéresse à la première année, l'immense majorité des patients arrivent à recevoir un traitement de fond. Donc, il est possible, si on est bien organisé, de détecter les patients et de leur donner très tôt un traitement de fond. Dans cette étude, ce qui était intéressant, c'était de voir aussi ce qui était en faveur de l'instauration précoce d'un traitement de fond. Et sans surprise, la prise en charge est bien faite. Alors, l'âge avancé n'était pas associé, c'était l'âge jeune qui était associé à plus de traitements précoces parce qu'on s'inquiète plus face à quelqu'un de jeune qui développe la polyarthrite. Deuxièmement, s'il y avait beaucoup d'articulations gonflées, il y avait plus de probabilité de recevoir tôt un traitement de fond, c'est logique. Et puis les auto-anticorps étaient également identifiés. Donc, dans ce registre, on constate qu'il est possible d'utiliser les critères qui sont maintenant bien connus, bien établis, pour permettre que l'immense majorité des patients reçoivent relativement tôt un traitement de fond. Alors ensuite, je vous ai dit qu'on allait essayer de rentrer dans le détail. Est-ce qu'on a des éléments qui nous guident sur des situations individuelles qui seraient plutôt favorables ou défavorables pour la réponse au traitement ? Alors, quelques informations sur des données issues de travaux cliniques. Vous voyez que l'âge tardif, lorsqu'on débute tardivement une polyarthrite rhumatoïde, c'est plutôt classiquement d'un peu mauvais pronostic. On va moins bien répondre au traitement. On peut réfléchir peut-être au vieillissement du système immunitaire ou des choses comme ça qui pourraient influer. Deuxième élément, et là c'est vraiment quelque chose qui est très établi, le tabagisme, c'est à risque de développer une polyarthrite rhumatoïde, c'est à risque de développer une polyarthrite rhumatoïde plus sévère et c'est à risque de moins bien répondre au traitement. Donc si on est fumeur, on a augmenté son risque d'avoir la maladie, mais si on continue à fumer, on est à risque de moins bien répondre au traitement. Et ça, c'est vraiment, vraiment très bien établi. Lorsqu'on a une polyarthrite qui est plutôt très floride, là on a plutôt des indications qui nous disent qu'on a une plus grande probabilité de répondre au traitement. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais donc quand l'inflammation est plutôt explosive, de donner des traitements de l'inflammation, ça permet un petit peu plus souvent de contrôler mieux la maladie. Le surpoids est associé à une moins bonne réponse. Une des explications possibles, c'est un côté un peu pharmacologique. On a parfois des doses fixes qui sont données quel que soit le poids. Et on n'a pas toujours la possibilité d'adapter la dose de traitement au poids du patient. Or, si vous raisonnez largement sur la distribution, simplement sur la distribution du médicament, bien entendu, si on est un surpoids, c'est logique de recevoir une dose plus forte. Donc, pour le méthotrexate, ça ne s'applique pas exactement puisqu'on peut adapter la dose. Mais par exemple, vous savez, pour certaines biothérapies, c'est une dose fixe, 50 mg, 40 mg chaque rythme, et sans qu'on puisse vraiment adapter ce traitement. Ça peut expliquer cela. Et puis, l'adhésion au traitement, évidemment, c'est un critère essentiel de réponse. Et à chaque fois
qu'on est dans une situation où on n'a pas la réponse attendue au traitement, il faut qu'on ait un dialogue très transparent entre médecin et malade. Est-ce que vous avez bien pris le traitement? Est-ce que vous avez bien compris le traitement? Est-ce que je vous l'ai suffisamment bien expliqué? Mais est-ce qu'on est parti sur des bonnes bases qui nous permettent de faire la bonne interprétation? Plein d'enquêtes nous disent que ce n'est pas réellement un 100% d'adhésion, de suivi précise aux prescriptions qui ont été faites. Donc là, cette transparence-là, il faut qu'elle existe dans la prise en charge, sinon on va avoir du mal à trouver la bonne solution. Ce que je vous ai ajouté là, c'est que ce que je vous ai dit pour l'instant, il n'y a rien de très spécifique à la polyarthrite rhumatoïde. Là, je ne vous ai pas apporté d'arguments en disant telle ou telle forme de polyarthrite, c'est tel ou tel médicament qu'il faut donner. Je vous ai donné plutôt des informations un peu générales. Et pourtant, c'est bien ce que l'on aimerait avoir. Alors, cette image, elle est un peu compliquée, mais ici, c'est l'image des essais thérapeutiques que l'on fait. On va recruter des malades très divers avec polyarthrite rhumatoïde, à qui on va appliquer à tous la même recette. Et si à l'échelon collectif, on voit que ça marche, on va dire que ça marche dans la maladie. Mais à l'intérieur, on a des malades très différents, extrêmement différents. Et donc, ce dont on aurait besoin, c'est d'avoir des données plus fines d'évaluation de la maladie pour comprendre quel malade va avoir besoin de quel traitement. Ici, je vous ai mis des outils de recherche qui nous disent qu'il y a des malades qui ne se ressemblent pas par la génétique, par les facteurs environnementaux, l'exposition à la pollution, le tabagisme, pas de tabagisme. Donc, on aimerait pouvoir stratifier ces patients pour à la fin se dire c'est ce groupe-là qui doit avoir en premier l'anti-TNF parce que c'est là qu'il y a le plus de probabilité de réponse, ou les anti-CD20, IL-6, les anti-JAK ou les autres médicaments. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de réponses. On sait très bien que c'est notre enjeu. Un autre enjeu, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Comment, face à un malade qui est classé polyarthrite rhumatoïde avec toute l'hétérogénéité que ça représente, je retrouve à l'intérieur celui qui doit avoir en première ligne tel ou tel médicament parce qu'il a le plus de probabilité d'y répondre. Donc c'est l'enjeu que nous avons. Vous verrez, c'est un domaine de la médecine qui évolue énormément. Et ce qui nous guide, c'est bien sûr l'oncologie et la cancérologie. Vous avez vu qu'aujourd'hui, face à un cancer, on est capable de dire il y a des cellules cancéreuses de tel organe et elles expriment telle protéine ou tel gène qui font qu'on va donner telle chimiothérapie ou telle thérapie ciblée. Évidemment, on est beaucoup moins avancé dans des maladies inflammatoires ou les maladies auto-immunes, mais c'est bien la direction qu'il va falloir qu'on suive dans l'avenir pour faire les meilleurs choix au meilleur moment. Si on a besoin d'essayer 5 médicaments avant de trouver celui qui marche, ça veut dire qu'il s'est écoulé 5 périodes de suivi et d'évaluation pendant lesquelles on ne contrôle pas du tout la situation. Donc ce n'est pas du tout satisfaisant. Et donc notre enjeu aujourd'hui est celui-là. Et donc il y a différentes études, différents projets sur les données démographiques, les données biologiques, des données de radio peut-être plus fines, des données de génétique qui, j'espère, dans le futur, nous donneront des critères pour mieux choisir plus vite le traitement adapté à chacun des patients. Alors, j'ai regardé, évidemment, si on a déjà des petites pistes. Et je vous ai dit, d'un point de vue biologique, on n'a rien qui soit applicable aujourd'hui pour les soins courants. On a quelques éléments d'orientation, mais c'est trop grossier pour être appliqué dans les soins courants. Et donc, on a quand même des enquêtes d'opinion qui nous disent, devant telle ou telle situation, quelle est votre préférence en termes de médicaments? Donc, voilà ce que je peux partager avec vous. C'était une enquête qui a été faite auprès de différents rhumatologues. Donc, si vous voyez, pour les anti-TNF, ce qui fait que les médecins vont le choisir peut-être en premier, c'est qu'ils ont la conviction que c'est très efficace. Donc, l'image qui est associée à ce médicament, c'est la forte efficacité. Alors, c'est probablement un peu biaisé parce que c'est le médicament le plus ancien, donc c'est le médicament qui a été le plus rencontré par les médecins, mais c'est aussi celui pour lequel on a le plus de données. Mais l'image qu'on a, c'est que ces anti-TNF sont associés à une forte efficacité. Autre image
c'est l'image des anti-JAK, des traitements ciblés dont je vous ai parlé, qui, eux, sont associés à une efficacité relativement rapide par rapport au traitement biologique. Donc, si on a un enjeu de rapidité, peut-être que ces médicaments doivent être pensés. L'autre élément, c'est que vous savez que beaucoup de biothérapies sont données en plus du méthotrexate. Et avec le méthotrexate, les anti-JAK peuvent être donnés peut-être plus en monothérapie. Donc, ça peut être un avantage parfois, mais ce n'est pas sûr que ce soit supérieur à une combinaison biothérapie-méthotrexate. Ce n'est pas mon message. Mais c'est l'image qui est associée à ces médicaments. Autre classe médicamenteuse dont je vous ai déjà parlé, donc interleukine 6, une autre cible de l'inflammation. Lui, il est aussi pensé avec une forte efficacité. Et ce qui vient dans l'expression des praticiens qui disent, c'est ça bloque les accès aigus. C'est particulièrement bon quand on fait des poussées à répétition avec des accès d'inflammation aiguë. Et là aussi, c'est peut-être utilisable en monothérapie. Les autres images, l'abatacept, molécule de costimulation, plutôt un bon profil de tolérance. Alors peut-être que si on a une crainte d'effets indésirables, peut-être que c'est un médicament qu'il faut privilégier. Et puis, l'avis des patients concernant les traitements qui, semble-t-il, vous privilégiez, c'est des médicaments qui sont faciles à obtenir, des médicaments qui sont faciles à prendre. Et dans cette enquête, il y avait aussi l'argument qu'il y ait, si possible, le moins de reste à charge sur les médicaments qui sont proposés. Donc, c'est une enquête qui apporte quelques informations sur la vision de ces médicaments. Je vous en ai trouvé une autre, qui est une enquête qui a été faite en Espagne, qui n'est pas une enquête, encore une fois, ce n'est pas de la recherche biologique appliquée aux médicaments, c'est la perception de la communauté médicale de l'intérêt de ces médicaments en fonction de situations cliniques. Vous voyez que ses collègues espagnols, donc c'était, on va dire, toute la société espagnole qui était, de rhumatologie qui était impliquée, donc on retrouve forte activité, peut-être, interleukine 6 et anti-TNF. Pareil, handicap sévère, peut-être que ce sont les deux médicaments auxquels il faudrait penser en premier. Là, un critère qui apparaît, c'est les auto-anticorps. Peut-être que si les auto-anticorps sont une signature importante de la maladie, bien ses collègues mettaient en avant, vous voyez, les deux médicaments qui sont le rituximab et l'abatacept. Donc, on commence là, vous voyez, à créer un petit peu des sous-groupes de patients. Si les auto-anticorps sont au premier plan, parce qu'ils sont très élevés, de façon répétée, et qu'on pense qu'ils ont un rôle clé dans la problématique, peut-être que ce sont ces deux médicaments qu'il faut privilégier. Syndrome inflammatoire très élevé, là, largement, c'est l'anti-IL6 tocilizumab qui était proposé par les collègues. Si la CRP est à 80, 100, 150, peut-être que ça nous dit que cette protéine inflammatoire est particulièrement importante. Sur l'effet structural, eh bien, les deux médicaments qui sont mis en avant par les collègues espagnols, si les érosions sont particulièrement une préoccupation, c'est les anti-TNF et l'anti-IL6. C'est vrai pour les radios, pour l'échographie. Une notion qui était abordée, c'est si jamais il y a une complication en dehors des articulations sous la forme d'une atteinte pulmonaire interstitielle, les deux médicaments qui étaient mis en avant, c'était l'abatacept et le rituximab. Donc vous voyez, on a quand même des schémas, des visions avec des sous-groupes qui commencent à se différencier en fonction du profil de la maladie, du moment de l'intervention, du degré d'inflammation ou des complications qui sont présentes. Mais vous conviendrez que ce ne sont pas des données très scientifiques, très robustes, ce sont des retours d'expérience de praticiens qui donnent leur point de vue. On aimerait produire dans l'avenir des données plus robustes. Et là, ce sera ma dernière slide qui vient de la mise à jour des recommandations de la polyarthrite, parce que je voulais partager cette slide parce que je pense qu'elle est très intéressante, parce qu'elle resitue le contexte. Là, je vous ai parlé d'une situation assez simple. On a un gonflement articulaire, un diagnostic qui est prévu, on a des médicaments, on va le traiter. Mais c'est un peu simpliste, parce que la situation, elle est beaucoup plus compliquée que celle-là. Parce qu'elle va, bien sûr, prendre en charge un patient dans son contexte propre. L'âge, la profession, la famille, le rôle des aidants et tous les autres éléments de prise en charge. Est-ce que je suis dans une situation où mon patient a, en plus de la polyarthrite,
des facteurs de risque cardiovasculaires. Donc il va falloir que je le prenne en compte dans ma prise en charge de traitement. Est-ce qu'il est bien observant et bien protégé contre le risque infectieux parce que les vaccins ont été bien mis à jour et la vaccination est régulière? Pour des médicaments qui exposent parfois à des complications infectieuses, s'assurer de ce statut-là et avoir la certitude que la protection est maximale, c'est important. Le risque infectieux, je vous en ai déjà parlé. Le risque d'ostéoporose, donc il y aura un exposé spécifique cet après-midi, mais si on revient sur la corticothérapie, médicament particulièrement brillant, un de ses effets secondaires importants, c'est qu'il fragilise le squelette. Donc, est-ce que je peux l'utiliser? Est-ce qu'il y a déjà une ostéoporose avec des fractures qui me dit qu'il ne faut pas que je l'utilise? Donc, il faut que je renforce d'autres médicaments. Donc ça va être important, ou d'autres éléments de complications extra-articulaires. Et tous les autres éléments qu'il faudra mettre en charge pour la fameuse prise en charge globale, qui est bien entendu l'objectif thérapeutique du traitement d'un patient comme individu dans son contexte en fonction des ressources dont on dispose. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur quel médicament pour quel malade, avec, vous voyez, quelques pistes de réflexion, des données insuffisantes et une réflexion qu'on doit partager dans la décision thérapeutique, parce que c'est peut-être le dernier point que je voulais aborder avec vous. Bien entendu, le traitement, ça doit être une décision partagée. Le mode d'administration, le rythme d'administration, le besoin de revenir à l'hôpital souvent, pas souvent. Et puis, au moment du choix par rapport à certains risques des médicaments, il faut qu'on ait un dialogue complet. Je prenais l'exemple de la vaccination. Si on débute un traitement dont on sait qu'il est très efficace, mais qu'il a un petit risque infectieux, il faut qu'on ait un dialogue absolument très sincère et très transparent quant aux bénéfices des vaccinations pour prévenir le risque des complications associées à ce traitement. Donc voilà ce que je voulais partager. Je suis à votre disposition pour les questions que vous pourriez avoir. Merci, professeur Alano. Merci beaucoup pour cet exposé. Nous allons passer aux questions de la salle. Voilà, oui, bonjour. J'aurais voulu savoir si vous avez des informations sur les risques de faire des anticorps contre les biothérapies et si vous avez des profils de patients qui vont faire des anticorps contre ces biothérapies. C'est une très très bonne question puisque donc, nos biothérapies, dans les thérapies classiques, ce sont des anticorps antiprotéines. Certaines sont humanisées, d'autres pas complètement. Et on peut développer des anticorps contre ces anticorps. Donc c'est une problématique qui fait qu'on risque d'échapper au traitement dans le temps. Si le corps s'habitue, fabrique des anticorps contre le produit, on va petit à petit diminuer son efficacité. Donc sur le profil patient qui en fait, on n'a pas tellement d'informations précises. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas bien de donner ce traitement, de l'arrêter, de le reprendre, parce que ça stimule le risque de développer des anticorps contre le produit. Donc c'est mieux de le maintenir dans le temps. Deuxième chose, c'est qu'on sait que de garder le méthotrexate en association, là clairement, ça diminue le risque de former des anticorps contre les produits. Donc c'est une garantie de plus longue efficacité du traitement biologique. Donc c'est une des explications pour lesquelles on a tendance à maintenir le méthotrexate, même quand on initie une biothérapie sous forme d'anticorps, c'est pour maintenir plus longtemps son efficacité si elle est présente. Et ces anticorps, il y a un point technique qui est important, c'est qu'à l'hôpital, on peut les doser. En ville, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est des techniques un peu fines, un peu hétérogènes, donc c'est plutôt lors de votre passage hospitalier, si la question se pose, qu'il faut envisager cela. Mais c'est vrai que quand on a un échappement à une biothérapie, une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que le patient s'est immunisé contre le produit? Quand vous parlez d'arrêt, ce sont des arrêts relativement longs ou ça peut être une semaine Non, une semaine, non. Non, une semaine, non. C'est des arrêts beaucoup plus longs. Une autre question? Oui, bonjour. J'aimerais savoir, on m'a parlé récemment d'un contexte de pré-polyarthrite rhumatoïde. Donc, je voulais savoir, est-ce que ça fait référence à la distinction dont vous parliez au tout début de la présentation, où il y a les signes et symptômes qui sont présents en amont de la maladie, en fait? Oui, alors, rapidement, donc, on s'est dit que plus tôt on interviendrait, mieux ce serait. Donc, on s'est dit que peut-être, si jamais il y a une articulation gonflée et un anticorps, on est peut-être
au stade où la maladie commence à s'installer, mais n'est pas complètement encore différenciée, et peut-être qu'on pourrait intervenir à ce moment-là. Les résultats cliniques ont été un peu décevants. C'est-à-dire que finalement, la démonstration d'une intervention aussi précoce que ça, il n'est pas sûr que ce soit si décisif que cela. Donc c'est plus un concept que quelque chose qu'on a mis en place en pratique. Néanmoins, l'intervention précoce, une fois qu'on a la certitude que le malade s'engage bien vers la forme d'une maladie chronique, c'est le moment d'intervenir. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour, docteur. Professeur. Une petite question. Quand on a un foie fragilisé, quel médicament préconiseriez-vous? C'est une très bonne question. Alors, ça dépend du mécanisme, parce que ça va peut-être vous surprendre, mais par exemple, dans un contexte où le foie est touché par une composante auto-immune, puisqu'il existe des hépatites auto-immunes, eh bien, les médicaments immunosuppresseurs qu'on utilise seront aussi indiqués pour traiter la composante auto-immune du foie. Donc ce ne serait pas une contre-indication absolue. Par contre, si on a d'autres mécanismes de toxicité du foie, on va évidemment éviter les médicaments qui par eux-mêmes sont toxiques pour le foie. Et c'est une des problématiques du méthotrexate. C'est relativement rare. Et donc, si jamais on doit réfléchir à cette situation-là, on va dialoguer avec les pathologues sur le degré de l'atteinte hépatique, la sévérité de l'atteinte hépatique, peut-être débuter avec une dose plus faible de méthotrexate ou alors carrément envisager un autre médicament, ce qui est possible. Effectivement, si on a une maladie hépatique avérée, évolutive, active, on voudra peut-être ne pas prendre le risque d'essayer le méthotrexate et passer d'emblée à une autre ligne de traitement. Aujourd'hui, la palette très large de traitement nous permet de faire ça. Merci beaucoup. Bonjour. Je voulais savoir, pour le rhumatisme psoriasique, le rhumatologue propose à mon fils un traitement après un traitement long avec le Xeljanz. Lui propose le médicament qui s'appelle le Sotyktu. Alors, j'ai le nom en dessous médical, mais je ne sais pas si je... Et alors, quelle est votre question? C'est quoi ce nouveau traitement qu'on lui propose? Alors, habituellement, on essaye de ne pas traiter des cas cliniques dans la conférence générale. Non, mais ça permet de discuter du rhumatisme psoriasique. Voilà. Et c'est une très bonne opportunité. Le rhumatisme psoriasique, il va poser un peu la même problématique que la polyarthrite rhumatoïde, parce que c'est une autre forme de maladie qui peut abîmer les articulations dans sa forme périphérique. La grande différence, c'est que là, on va devoir raisonner systématiquement sur le fait d'avoir un médicament qui va marcher sur la peau et sur les articulations. Donc ça va être la grande différence. Et donc, dans le rhumatisme psoriasique, notamment grâce au progrès dans le psoriasis, puisque nos collègues dermatologues ont fait énormément de progrès dans la prise en charge du psoriasis par lui-même, il y a de nombreux médicaments qui sont en train de démontrer leur efficacité dans le psoriasis. La plupart, mais pas tous, montrent aussi un bénéfice sur l'atteinte articulaire. Donc dans ce cadre-là, c'est un médicament qui est particulièrement efficace sur la peau, peut-être un peu moins sur les articulations, mais là encore, on en revient à la discussion du cas individuel. Est-ce que dans sa maladie, ce qui est prédominant, c'est la peau, c'est les articulations, c'est les deux ? Et là, ça va être une évaluation individuelle de la situation. Si c'est le psoriasis qui prédomine, on va donner des médicaments dont on sait qu'ils ont particulièrement une efficacité sur l'atteinte dermatologique. C'est le cas des anti-interleukine 17, anti-interleukine 23, qui peut-être sur le côté articulaire ont moins démontré leur efficacité, mais si c'est la peau qui prédomine, ce sera la priorité pour améliorer la qualité de vie de votre fils. Pardon. Merci, professeur Alanor, pour ces échanges avec la salle. On va devoir continuer notre journée. Sachez que cet après-midi, à 16h, vous aurez une possibilité de temps d'échange avec le docteur Fols et le docteur Chazerin, donc rhumatologues, qui pourront poursuivre des échanges avec vous sur des questions auxquelles on n'aurait pas pu vous répondre avant. Merci beaucoup encore, Monsieur Alanor.